Bueno, agradecemos al profesor François Host todo este esfuerzo extraordinario que ha implicado con todo el desajuste de las horas del viaje, que haya estado en este seminario de los 3 días con este cierre de un tema que nos interesa tanto, de la relación del derecho y la literatura. Sabemos que ahorita una doble sesión es otro esfuerzo adicional, por eso estamos profundamente agradecidos. Eh bien, rebonjour à tout le monde. Bon appétit pour ceux qui ont eu peu de temps pour manger. Je suis très sensible à votre présence cet après-midi. Merci encore une fois au professeur Laetitia Boniface et aussi à la traductrice pour me permettre de développer mes idées sur ce thème droit et littérature. Et je commence par une question. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Corneille, Molière, Tolstoï, Dickens, Walter Scott, Marcel Proust, Flaubert, Balzac, Victor Hugo, Goethe, Kafka? Quel est le point commun entre ces différents auteurs? La liste n'est pas finie et je devrais évidemment citer des auteurs hispanophones. J'ai en tout cas, quand j'étais très très jeune, eu le plaisir de travailler un petit peu dans une sorte de clinique juridique avec le formidable écrivain argentin Julio Cortázar. C'est un auteur que j'aime énormément et qui était très engagé dans les combats de droits de l'homme. Il vivait à Bruxelles et j'ai eu la chance... voilà. Mais je reprends ma question. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces différents auteurs? Ils ont tous fait des études de droit. Vous voyez que le droit peut mener à tout. Même à la célébrité littéraire. Et certains... Octavio Paz. Voilà, Octavio Paz. Voilà, je vais compléter mon énumération. Ils ont tous fait des études de droit et certains ont travaillé toute leur vie comme juristes. Franz Kafka, qui est mort à 39 ans, a travaillé toute sa vie dans une compagnie d'assurance contre les accidents du travail, comme un bon juriste, un bon technicien du droit. Il était très apprécié de son patron. Voilà, donc c'était une façon amusante d'entamer le sujet et de vous montrer qu'il y a peut-être des liens importants entre le droit et la littérature. Oui, il y a des liens, c'est pourquoi un courant de pensée nouveau depuis quelques décennies s'est développé sous le nom Law and Literature, droit et littérature, literatura derecho. C'est un mouvement qui vient des États-Unis et qui s'implante maintenant en Europe. Moi-même, j'ai eu le plaisir, il y a 13 ou 14 ans, de créer dans mon université un cours intitulé Droit et littérature. Un cours qui est obligatoire pour les étudiants de lettres et facultatif pour les étudiants de droit. Ce qui est bien d'ailleurs parce que ça permet de mélanger deux publics qui ne se connaissent pas beaucoup. Qu'est-ce que nous allons faire cet après-midi? Je voudrais faire 2 choses. Je voudrais vous présenter dans un premier temps les 4 directions qui appartiennent au champ, au domaine de droit et littérature. Donc il y a 4 axes, 4 façons différentes de faire droit et littérature. Au passage, j'essayerai de répondre à la question de savoir quelle est l'utilité de ce passage par la littérature, d'un cours droit et littérature, pour nous les juristes. Et puis dans une deuxième partie de la conférence, j'espère que j'aurai le temps d'y arriver, parce que je commence à avoir l'habitude de parler trop longtemps. Mais donc, dans une seconde partie de la conférence, je voudrais montrer les rapports, les similitudes, mais aussi les différences entre droit et littérature. Donc je pense qu'il y a un rapport dialectique entre droit et littérature. Ça veut dire que ce sont 2 imaginaires proches, parfois convergents, mais aussi parfois divergents. Et je plaide pour ne pas identifier le droit et la littérature. Je pense que ce n'est pas extrêmement utile. Alors, les 4 courants, les 4 axes dans le domaine droit et littérature, c'est le droit de la littérature, le droit comme littérature,
le droit dans la littérature et le droit par la littérature. Voilà. C'est une façon pédagogique déjà de mettre un peu d'ordre dans ce courant. Avant de développer maintenant ces 4 directions de recherche, je voudrais aborder et répondre à la question, donc, mais finalement, quelle est l'utilité dans une formation juridique? Nous en avions parlé ce matin, c'était une des questions posées. Quelle est l'utilité dans une formation juridique de consacrer un moment à la lecture d'œuvres littéraires en rapport avec le droit? Eh bien, pour répondre à cette question, je commencerai par dire que la lecture de la littérature contribue chez les juristes à l'apprentissage de qualités techniques qui nous sont nécessaires pour pratiquer le droit. Et quelles sont ces qualités techniques? Elles sont très simples. C'est savoir écouter, parler, écrire. Parfois, dans les réceptions de mariage ou les cocktails mondains, des parents savent que je suis professeur de droit et me demandent « mon fils ou ma fille va commencer le droit, qu'est-ce qu'il faut comme qualité ?» Et je réponds, et c'est très sérieux, il faut savoir lire, écrire, écouter, parler. Voilà. Et donc, il est évident que la fréquentation de la littérature améliore notre rapport au langage. Et ce rapport n'est pas du tout accessoire, il est fondamental. Parce que, en sciences humaines et sociales, et aussi dans la pratique du droit, notre seul outil, notre seul instrument, ce sont les mots du langage. Nous n'avons pas, comme les chimistes ou les physiciens, des appareils compliqués. Non, nous n'avons que les mots. Et donc, c'est essentiel pour les étudiants de respecter les mots, ne pas mélanger les mots, être attentif à leur étymologie, c'est-à-dire à leur histoire, l'étymologie latine ou grecque, voilà, ou leur traduction. Et je reviens sur l'utilité de la traduction. Quand vous hésitez sur le sens d'un mot, demandez-vous comment d'autres langues ont essayé d'exprimer la même intuition. Et je vous assure, ça donne des résultats absolument fantastiques. Moi, très souvent, j'aborde des questions difficiles de philosophie du droit en commençant modestement par les pièces de Lego, les instruments que j'ai devant moi, ce sont les mots, et déjà les mots ont une histoire, ont une tradition, entrent en dialogue d'une langue à l'autre, et donc, je répète, c'est essentiel. Aussi, si vous exercez un métier de conseil juridique, par exemple d'avocat, la première qualité, c'est de savoir écouter le récit, et j'utilise le mot récit, le narratif, des personnes qui viennent vous demander conseil. Et je pourrais multiplier les exemples. Une seconde vague de qualité que l'on peut attendre de la littérature, c'est l'affinement de certaines attitudes morales nécessaires pour un exercice responsable de la profession juridique. Je pense principalement, dans la suite de l'écoute, à la capacité de se mettre à la place d'autrui. Par exemple, un juge qui doit juger, il doit écouter l'un, écouter l'autre et se mettre successivement à la place des deux parties. Je pense que c'est l'aptitude morale première pour exercer le métier de juriste, c'est cette capacité de se mettre à la place d'autrui. Troisième type de qualité apportée par la fréquentation de la littérature, c'est l'imagination. On pense souvent que le droit est seulement une question de mémoire. Je suis certain que si vous dites à vos amis que vous étudiez le droit, ils vont dire « pauvre malheureux, vous devez étudier des centaines de pages, vous devez connaître le code par cœur ». Je ne crois pas. Et je pense que le bon juriste est le juriste imaginatif, le conseil juridique qui trouve une solution inédite. Et sur le plan politique, je pense aussi que nous avons besoin d'imagination politico-juridique, c'est-à-dire de quelque chose qu'on a un peu perdu, c'est le sens de l'utopie politique. Je pense qu'à la Révolution française, lorsqu'un pays fait une libération nationale contre le colonialisme, je pense qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on a créé l'Europe, ce sont des moments forts de l'imagination juridique et politique. Oui, nous sommes capables d'inventer autre chose.
non, nous ne sommes pas uniquement déterminés par le marché économique, les pesanteurs politiques. Donc, je pense que la littérature peut affiner ce sens de l'imagination. Et je voudrais citer à cet égard quelques témoignages à l'appui des différents points que je viens d'évoquer. Par exemple, aux États-Unis, le juge Breyer, je crois qu'il s'appelle Stéphane Breyer, et qui est un juge plutôt progressiste à la Cour suprême des États-Unis, lorsqu'il devait passer son entretien d'embauche à la Cour suprême devant les membres du Sénat américain. Donc c'était un moment très délicat pour lui, puisqu'il fallait qu'il se fasse confirmer comme juge à la Cour suprême. Donc il ne devait pas dire des bêtises. Et le juge Breyer a dit, plutôt que de dire « j'étudie tous les soirs la Constitution américaine », il a dit « la littérature est une des choses les plus utiles à l'exercice de mon métier de juge ». Donc c'est un témoignage intéressant. Autre exemple, je voudrais rappeler un fait divers, une erreur judiciaire, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'est déroulée en France il y a quelques années. C'était le drame d'Outreau, et Outreau c'est le nom d'un petit village du nord de la France, où des enfants et une mère ont été trouver le juge en disant qu'il y avait un complot pédophile. Ok, alors le juge a tout de suite cru la parole des enfants, la parole de la mère. Résultat, 20 personnes ont été emprisonnées pendant 3 ans. Et après les 3 ans, tout le monde a été acquitté. Et une personne est morte en prison. Donc ça, c'est un formidable exemple d'erreur judiciaire basée sur une absence totale de psychologie. Parce que le juge d'instruction qui a lancé toute l'affaire, il était sorti premier de l'école de la magistrature. Donc c'était certainement un excellent technicien du droit. Il était sorti premier. Le problème, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de psychologie. Et il a tout de suite cru ce qu'une femme, peut-être un peu hystérique, des enfants, peut-être un peu manipulés par leur mère, il a tout de suite cru ce récit, et avec la psychose collective des affaires pédophiles en Europe, Belgique, France, tout le monde a trouvé très bien d'enfermer pendant 3 ans 20 personnes sur la base d'un dossier absolument vide. Cet exemple m'intéresse parce que Antoine Garapon et Denis Salas, Antoine Garapon est un ami du directeur du CIDE, nous en avons parlé ce midi, ont écrit un petit livre suite à ce scandale, et ils ont rappelé, je ne vais pas entrer dans tous les détails, une histoire de sorcière qui s'est passée en Amérique du Nord au XVIIe siècle, dans un milieu très puritain, où là aussi il y a eu une sorte de psychose collective. On a, des enfants ont dénoncé, c'est toujours les femmes dans ce cas-là qui trinquent, qui ont dénoncé des femmes comme étant des sorcières possédées par le démon, et plusieurs d'entre elles ont été brûlées vives. Voilà. Et après, on a compris que c'était un complot. Enfin, eh bien, pourquoi est-ce on rappelle cette histoire? Parce qu'un très grand auteur américain, Arthur Miller, a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Les sorcières de Salem ». Parce que le village, c'était le village de Salem. Donc, les sorcières de Salem. Et donc c'est un récit qui raconte cette histoire. Et il a fait ça exactement dans les années 1949-1950, au moment où les États-Unis d'Amérique du Nord étaient en pleine psychose anticommuniste, la psychose du McCarthyisme, du nom du sénateur McCarthy, qui avait dit « The government is full of communists ». On voyait des communistes partout. Eh bien, ce ne sont pas des juristes qui ont tiré la sonnette d'alarme, c'est un auteur de littérature. C'est Arthur Miller qui a fait jouer cette pièce pendant des mois et des mois à New York, en rappelant ces phénomènes de psychose collective. Et ça a été le début d'une réaction plus normale et la fin de la psychose du McCarthyisme. Donc, je pourrais dire, pour résumer ce point, la littérature est un laboratoire expérimental de l'humain. Les grands auteurs nous racontent des histoires incroyables, mais nous savons que la vie aussi nous confronte à des histoires incroyables. Et donc,
fréquenter la littérature, c'est comme faire ses classes, apprendre la société et la psychologie dans un laboratoire expérimental. Je voudrais encore ajouter un argument à ce plaidoyer en faveur de l'enseignement de droit et littérature. Et c'est un argument plus récent pour moi et je suis assez content de pouvoir le développer pour convaincre mes collègues juristes positivistes qui n'ont peut-être pas beaucoup d'intérêt dans les choses que je viens de dire jusqu'ici. Et je voudrais montrer que le raisonnement par cas, qui est le propre de la littérature, qui nous raconte des histoires, qui nous raconte un cas particulier, eh bien le raisonnement par cas est également central dans la pratique du droit. J'ai été formé dans le moule du droit continental, français, allemand, italien, l'idée que le droit se trouvait dans les règles. Et les cas, eh bien les cas, ce n'était pas important, le cas, il n'avait qu'à rentrer sous le couvert de la règle. Ce qui était important pour un bon juriste, c'est de connaître toutes les règles, et avec ça, il pouvait maîtriser toute la société. Avec l'âge et l'expérience, je me rends compte que cette image est trompeuse, et que le droit vivant, le droit réel, se produit au moins autant à partir des cas qu'à partir des règles préétablies. Donc au moins autant bottom-up, donc vers le haut, que top-down, vers le bas. Alors de nouveau, je ne voudrais pas vous inquiéter excessivement et dire qu'il n'y a pas de règle générale en droit. Je ne voudrais pas suggérer qu'il n'y a pas de sécurité juridique. Non, ce que je dis, c'est que nous juristes, nous travaillons à partir d'un dossier, à partir d'un cas, et nous partons à la recherche d'un critère généralisable. Nous partons à la recherche d'une règle générale. Et vous savez que pour le philosophe Kant, c'était ça l'indice de la moralité d'une règle, c'était la capacité de cette règle à se généraliser ou à s'universaliser. Eh bien, donc, ce que je veux dire simplement, c'est que le raisonnement des juristes est de ce type-là. Partir d'un cas particulier et rechercher la règle correspondant à ce cas. Parfois, la règle existe, tant mieux, le travail est terminé, nous appliquons la règle, je ne cherche pas la difficulté inutile. Mais parfois, la règle n'existe pas ou existe à moitié. Et alors, nous devons mettre en œuvre une faculté qui est la faculté d'imagination et pas de mémoire, de créativité et pas de logique formelle, pour avoir l'intuition de la solution généralisable. Je voudrais citer un petit exemple et un très grand exemple. Le petit exemple, c'est ce que je vis plusieurs fois par an lorsque je participe comme professeur à un jury d'examen. Et même si le règlement d'examen est simple et clair, il y a toujours des étudiants qui arrivent avec des cas non prévus. Et alors nous devons délibérer autour de la table de discussion de professeurs pour savoir quelle solution donner. Et j'aime beaucoup ce moment, je l'observe avec mes yeux de théoricien du droit, parce que c'est le moment le plus juridique, le plus créatif, où tout le monde, avec bonne volonté, essaye de trouver une solution juste, mais on adoptera la solution juste que si on est en mesure de construire un critère généralisable. Si on ne parvient pas à faire ça, le risque pour les professeurs, c'est d'être taxé de laxisme ou de favoritisme. Et donc, je pense que apprendre à raisonner à partir d'un cas particulier est une excellente leçon de méthode pour pratiquer le métier de droit. S'il y a des philosophes parmi vous, Kant parlait à cet égard de jugement réfléchissant et non pas de jugement déterminant. Jugement réfléchissant part du bas plutôt que du haut, ce n'est pas un syllogisme. Voilà donc différents arguments, je plaide pour ma chapelle, différents arguments qu'on peut évoquer pour encourager les facultés de droit à introduire un cours de droit et littérature. Maintenant, je reviens à la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les 4 directions, les 4 axes du courant droit et littérature. Le premier, c'est le droit de la littérature.
Je ne vais pas insister parce que là, nous sommes encore dans le domaine de la technique juridique. Donc, ce n'est pas vraiment une branche de droit, mais c'est un objet transversal. La littérature est un objet transversal qui est traité par différentes branches de droit. Par exemple, en droit civil, vous allez étudier le copyright ou le droit d'auteur, les questions de plagiat. En droit pénal, vous allez étudier les délits commis par voie de presse, l'injure, calomnie, diffamation. En droit public et constitutionnel, vous allez étudier les phénomènes de censure à l'égard de la littérature. Je pourrais continuer, le droit administratif. Donc, le droit de la littérature, il y a quelques exemples célèbres. Un des plus célèbres, c'est le procès qui avait été fait au XIXe siècle à Baudelaire et aussi à Flaubert d'ailleurs. Baudelaire pour les fleurs du mal, Flaubert pour Madame Bovary. Le livre était poursuivi comme obscène, comme attentatoire à la morale publique. Et ces deux grands auteurs ont été condamnés. Et si je parle de ça, c'est parce que c'est un cas très rare. Au XXe siècle, en 1949, la Cour de cassation française a révisé son arrêt. C'est un cas exceptionnel. Et elle a dit, nous nous sommes trompés et l'opinion publique et le jugement des hommes de lettres ne nous a pas suivis. Donc c'est un cas exceptionnel où la Cour de cassation française, qui est le temple du droit formel, a accepté de revenir sur sa décision en suivant l'opinion publique et les critiques littéraires. Bon, on peut faire, j'ai des amis qui sont avocats, qui ont leur carrière, toute leur carrière, c'est un sujet de cabinet très amusant, dans la défense, comme ça, des auteurs, dans des procès de plagiat ou de succession, des choses pareilles. Le deuxième courant, c'est le courant du droit comme littérature. Donc, il s'agit de comprendre que le droit est aussi et surtout basé sur des textes, textes de loi, textes d'un contrat, textes d'un discours parlementaire, et donc il est possible d'étudier ces textes avec les méthodes qui ont fait leur preuve dans la critique littéraire ou la philologie. Donc les juristes peuvent apprendre certaines recettes, certaines méthodes de leurs collègues qui enseignent dans les facultés de lettres, la littérature ou la linguistique. Et ça n'est pas tout à fait faux. Effectivement, à certains égards, le texte juridique est un objet écrit en langue espagnole ou langue française avec des effets de rhétorique. Un avocat en cour d'assises peut plaider avec des effets de rhétorique, ou bien un parlementaire, pour faire accepter une loi, peut faire de la rhétorique. Donc ça peut être intéressant d'appliquer cette méthode. Également la méthode herméneutique, ou la méthode d'interprétation, pour décrypter, pour élucider un texte. Nos collègues littéraires, les théologiens aussi d'ailleurs, ont beaucoup de choses à nous dire sur la manière d'interpréter de façon utile un texte. J'ajoute pour l'anecdote que dans certains cas, il est impossible de distinguer le statut du texte que vous étudiez. Je veux dire que le même document est à la fois une pièce de procédure juridique et un morceau de littérature. Un exemple. Au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, et de la première Académie française, il y a eu le seul cas, il n'y en a pas eu d'autre depuis, où un académicien a été chassé de l'Académie française. Motif, ses collègues le soupçonnaient d'avoir plagié, d'avoir détourné le travail commun d'écriture du dictionnaire de l'Académie française, de l'avoir plagié et d'avoir publié sous son nom à lui, il s'appelait Antoine Furetière et il était juriste, d'avoir publié sous son nom à lui une encyclopédie qui a d'ailleurs eu beaucoup de succès, beaucoup plus que le dictionnaire de l'Académie. Et donc ses chers amis étaient jaloux et l'ont chassé de l'Académie française et il a introduit un procès. Donc Antoine Furetière, ex-académicien et juriste, a introduit un procès pour réintégrer l'Académie française. Et il a écrit ce qu'on appelle les factums, 700 pages, qui sont à mourir de rire, donc qui sont une littérature extrêmement amusante,
décrivant de l'intérieur tous les défauts de ses confrères académiciens. Par exemple, il disait, si on travaillait comme cette heure-ci, à 14 heures après le déjeuner, tout le monde dormait et on pouvait raconter n'importe quoi. Enfin, donc, il créait une satire du travail de l'Académie, mais en même temps, ce document, ces 700 pages, était déposé devant le tribunal comme les conclusions d'un avocat, comme les pièces officielles de procédure d'un procès. Donc parfois, mais je reconnais que c'est exceptionnel, parfois l'objet même sur lequel on travaille est mixte. Donc le droit comme littérature. Je dois bien constater que mes collègues américains, nord-américains, vont très très loin dans l'assimilation du droit comme littérature. Il y a des auteurs comme Martha Nussbaum, Richard Weinberg, James Boy White, beaucoup d'auteurs américains ils sont tellement enthousiastes pour cette perspective qu'ils finissent par dire, mais au fond le droit c'est de la littérature, le juge est un romancier, je sais bien que Dworkin l'a dit aussi, mais enfin, et là je cale, je dis non. Je trouve qu'on ne gagne rien et on perd beaucoup à dire le droit c'est la même chose que la littérature ou la littérature c'est la même chose que le droit. Je pense qu'il est beaucoup plus fécond, comme je vais essayer de le faire dans la deuxième partie, de montrer les points communs et les différences entre droit et littérature. Et j'en profite, comme je parle du droit comme littérature, de parler d'un mouvement annexe, la littérature comme droit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la littérature comme droit ? Eh bien, il y a quelques années, je faisais une conférence au Canada, à l'université McGill, une université bilingue français-anglais, et j'étais très étonné, on m'a proposé d'assister à une Shakespeare Moot Court. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un tribunal shakespearien. Et j'ai demandé ce que c'était, et on m'a dit, mais écoutez, voilà, pendant toute l'année, un groupe d'étudiants de droit et un groupe d'étudiants de lettres doivent résoudre un cas pratique de droit, un cas compliqué, à l'aide des pièces de théâtre de Shakespeare, et seulement à l'aide des pièces de théâtre de Shakespeare. Voilà. Et alors, ça existait depuis plusieurs années. Il y avait un tribunal de professeurs qui jugeait, et puis il y avait une jurisprudence et une doctrine shakespearienne qui commençait à se développer. Et donc, les étudiants de l'année 3 commençaient à citer le jugement de l'année 2. Enfin, on commençait à fonctionner comme des juristes. Bon, alors moi je veux bien, et effectivement, j'ai écrit un livre sur Shakespeare et le droit. Shakespeare, la comédie de la loi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de droit chez Shakespeare. Shakespeare nous a laissé 36 pièces de théâtre, et les experts ont calculé que 30 pièces de Shakespeare, 30 pièces parlent du droit et mettent en scène des procès. Donc, effectivement, il y a matière à inspiration chez Shakespeare. Et j'ajoute aussi que la Cour suprême des États-Unis, oui, la Cour suprême des États-Unis cite souvent Shakespeare, pro et contra, comme si c'était un argument de droit à l'appui d'une solution. Donc, ok, mais enfin, personnellement, je trouve que, pour les raisons que j'ai dites, donc ça va trop loin, je ne vais pas aussi loin que ces auteurs américains. Troisième perspective, troisième axe dans le courant droit et littérature, pour moi c'est le plus important, c'est le droit dans la littérature. Je veux dire qu'on peut remarquer que des questions de philosophie du droit très importantes et très profondes trouvent un traitement original dans certains textes littéraires. Donc je veux dire que certains textes littéraires développent un imaginaire politique et juridique, moral, éthique, un imaginaire qui apporte des réponses fortes, des réponses originales à des questions comme les questions de pouvoir, de justice, de peine de mort, de responsabilité. La liste est infinie. Le plus célèbre exemple et le plus facile, c'est la pièce de théâtre de Shakespeare, de Sophocle, Antigone, qui depuis 2500 ans, dans toutes les facultés de droit, sert d'exemple pour illustrer le choc entre le droit positif et le droit naturel. Donc, vraiment, on peut
montrer techniquement, en étudiant même le grec ancien, en montrant les mots qui sont utilisés, le choc entre ces deux philosophies du droit. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Parfois, mais c'est exceptionnel, vous allez trouver dans la littérature la réponse à des questions techniques de droit. C'est plutôt anecdotique, mais je le dis au passage. Par exemple, Balzac, qui écrit dans les années 1810, 1830, 40, il écrit 120 petits romans qui forment la comédie humaine. Presque tous ces romans ont pour enjeu le droit, et ça se comprend parce que Balzac non seulement a étudié le droit, mais a travaillé chez un notaire. Et donc il a appris dans le cabinet du notaire les 1001 façons, puisque nous parlions ce matin des usages du droit, les 1001 façons dont les hommes et les femmes s'y prenaient pour contourner le droit, pour appliquer ou faire appliquer par les notaires le droit civil dans un sens qui leur est favorable. Et donc vous avez des débats extrêmement techniques, extrêmement informés sur le droit civil et commercial et pénal français du début du XIXe siècle chez Balzac. Mais c'est plutôt l'exception. Pour connaître le droit, il vaut mieux ouvrir le code ou un recueil de jurisprudence. Donc ce que je cherche dans la littérature, c'est plutôt la réponse à des questions, la présentation originale de questions fondamentales de théorie du droit. C'est dans ce courant-là que personnellement je m'inscris, avec beaucoup d'autres. Par exemple, dans le livre « Raconter la loi aux sources de l'imaginaire juridique », j'ai 5 chapitres. Le premier chapitre est intitulé « Au commencement était le juge ». Et je raconte, ce dont nous avons parlé ce matin, je raconte avec Échille, le tragédien grec Échille, comment un groupe humain, Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, comment un groupe humain a imaginé de sortir du cercle vicieux, mortel de la vengeance privée. Je tue un membre de ta famille, tu vas tuer un membre de ma famille. En compensation, vous allez continuer, c'est le cercle infernal de la vendetta. Eh bien, Échille raconte cette histoire dans l'Orestie, donc l'histoire d'Oreste et de sa sœur Électre. Oreste qui a tué leur père, Agamemnon, et qui normalement devrait être tué à son tour par les esprits, par les méchantes Érénies qui demandent la justice du sang. Eh bien, Échille est un homme de littérature qui dit non, ça ne va pas, il faut faire autre chose, il faut qu'il puisse s'expliquer, il faut qu'il puisse plaider, apporter des preuves matérielles, échanger des arguments rationnels. Et c'est ce qu'il écrit dans sa pièce, l'Orestie, et à la fin de la pièce, Oreste est acquitté. Donc c'est une véritable révolution mentale, c'est une véritable révolution juridique qui commence sur une scène de théâtre et qui recevra des échos dans les années qui suivent dans la législation athénienne qui effectivement va jeter les bases de la justice instituée, de la justice du tiers et un tout début de démocratie, encore très loin de notre conception de la démocratie, mais enfin un tout début. Voilà. Donc au commencement était le juge. Autre exemple, au commencement était la loi. Dans beaucoup de cultures, il y a des mythes fondateurs qui racontent souvent des histoires assez semblables où un personnage divin ou mythique apporte la loi au peuple. Et ça m'intéressait seulement à moitié, et je me suis plutôt penché sur le récit de la Bible, le récit du Sinaï, qui raconte aussi une histoire de ce genre-là, où le peuple juif reçoit les tables de la loi, les 10 commandements de Dieu, des mains de Moïse, qui lui-même les a recueillis des mains de Yahvé, Dieu lui-même. Eh bien, en relisant ce texte, et je vous invite peut-être à faire l'exercice, parce que le texte est très court, il y a peut-être 3-4 pages, en relisant ce texte, mais vraiment le lire comme il faut, mot par mot, vous allez voir que la réalité est assez différente. Et que, au commencement était la loi, je ne suis pas sûr, au commencement était l'alliance, le contrat social, le pacte social entre un peuple et son chef ou son Dieu. Et c'est seulement lorsque cette alliance est établie que la loi peut être proférée et reçue par le peuple. Et donc la littérature, quand on la lit convenablement,
nous apporte ici une grande leçon de philosophie du droit qui nous montre que le fondement de la loi, c'est peut-être moins l'autorité, la sanction, la capacité de s'imposer par la crainte, mais c'est plutôt la confiance qui s'établit au sein d'un groupe social qui devient responsable et qui accepte, mais il doit l'accepter, nous sommes dans les catégories du contrat plus que dans les catégories unilatérales de la loi, qui accepte de se soumettre à un certain nombre de commandements. Je pourrais faire la même démonstration pour la version grecque avec le récit du Protagoras, où on pourrait tirer des leçons assez semblables à celles que je viens de tirer. Troisième chapitre dans le livre, au commencement, était ma conscience. C'est encore une autre façon d'entrer dans le droit. Je ne me préoccupe pas de la loi, je ne me préoccupe pas du juge. Ce qui compte, c'est ma conscience, mon sentiment intime de ce qui est juste ou injuste. Et j'ai le courage, dans certains cas, d'affirmer mon sentiment du juste à l'encontre de la majorité ou à l'encontre du pouvoir. Et c'est l'histoire d'Antigone qui va payer de sa vie le fait de s'opposer au roi de Thèbes, Créon, qui avait interdit que l'on enterre son frère. Et donc, comme une espèce de moderne voix des droits de l'homme, la sœur, la femme, et c'est souvent des figures de femmes, a le courage de s'opposer à cet ordre masculin et à rappeler les droits de la mémoire que le politique voudrait bien étouffer, un peu comme les folles de la place de Mayo à Buenos Aires, qui pendant des années et des années tournent en rond pour rappeler, pour que ne s'oublie pas la mémoire des disparus. Donc, au commencement était ma conscience. Et dans l'histoire de la littérature, Antigone est le plus connu, mais il y a de très nombreux récits de ce genre-là. Je pense par exemple à un récit tiré de la plume d'un romantique allemand qui s'appelle von Kleist, et le récit s'appelle La cruche cassée. Non, ici je dis des bêtises. Non, c'est pas La cruche cassée de von Kleist, c'est Michael Colas de von Kleist, qui raconte la révolte d'un marchand de chevaux contre un petit noble, un petit baron de l'Allemagne de l'époque, et qui va aller jusqu'à payer de sa vie le droit au procès. Il va finalement obtenir raison devant un tribunal à Berlin, mais ce sera au prix de sa vie. Donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Quatrième chapitre, au commencement était mon droit. Et là, dans ce chapitre-ci, je vise la modernité libérale. Je vise l'imaginaire politique et juridique qui se met en place en Europe à partir de la Renaissance, de la modernité, et qui fait du sujet, donc de l'individu, le véritable souverain. Dieu est mon droit. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, parce qu'on s'amuse beaucoup en travaillant dans ce domaine de droit et littérature, j'ai eu beaucoup de plaisir de redécouvrir un livre que vous avez eu entre les mains quand vous étiez enfant ou adolescent, que vous ne considérez certainement pas comme un livre sérieux, c'est Robinson Crusoe. Je considère que Robinson Crusoe est un livre fondateur de la pensée politique et juridique moderne. C'est l'histoire mythique, la fable du self-made man, c'est un anglais, je parle anglais, du self-made man qui, sur une île déserte, parvient à reconstruire une sorte d'Eldorado dont il est le propriétaire unique. Et il y a des pages extraordinaires sous la plume de Daniel Defoe qui racontent les jouissances, il faut le lire avec les yeux d'un psychanalyste, les jouissances de propriétaire de Robinson Crusoe. Il est tout seul sur son île, mais c'est pas grave, il est content parce qu'il est maître absolu, il est propriétaire. Et puis il cesse d'être tout seul. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent prendre pied sur son île, ça vous l'avez peut-être oublié. Il y a Vendredi, bien sûr, mais il y a le père de Vendredi, et puis il y a des colons espagnols, et puis il y a encore d'autres gens. Et chaque fois, le lien social entre Robinson et tous ces nouveaux venus est un lien social qui passe par la figure du contrat. Un contrat dont les clauses sont évidemment écrites par Robinson lui-même.
Et donc, c'est une image du lien social entièrement basée sur l'individu autonome, sur l'individu souverain, centre du monde, qui à la fois s'est créé une identité sur l'île. Robinson n'est pas devenu fou sur l'île, il est devenu quelqu'un. Il a aménagé l'île et il s'en est attribué la propriété. Et ensuite, quand d'autres humains viennent sur son île, il accepte le commerce entre les hommes, le lien social, à condition seulement que ce lien réponde strictement aux conditions contractuelles que lui-même a mis en place. Et donc, je ne suis évidemment pas le seul à dire ça, il y a des analyses vraiment passionnantes qui montrent combien cette figure de Robinson Crusoe, qui a nourri l'imaginaire de génération et de génération d'adolescents et d'adultes en Occident, combien ce livre est vraiment fondateur de la modernité juridique, libérale, capitaliste, colonialiste, avec le paravent de la providence qui vient en quelque sorte cautionner ou bénir ce self-made man dont l'histoire est une success story. Et là aussi, c'est très intéressant, moi je n'ai pas le temps de parler de ça maintenant, mais c'est très intéressant de voir comment au XXe siècle, on continue à écrire toutes sortes d'histoires et à faire toutes sortes de films à propos de Robinson Crusoe, mais on n'y croit plus. Et le ressort est lâché, et ce sont plutôt des histoires qui racontent la mauvaise conscience de l'homme libéral, colonisateur, entrepreneur, etc. Dans le même chapitre, mais je ne vais pas en parler ici, dans le même chapitre, donc au commencement était mon droit, je parle du docteur Faust. C'est aussi un grand mythe occidental de ce savant qui ose faire un pacte avec le diable et donc rompre avec l'autorité divine. Et c'est très intéressant de voir que pendant les premières décennies, Faust sera sévèrement condamné pour ce projet sacrilège. Et puis, à partir du XVIIIe, XIXe siècle, et notamment sous la plume de Goethe, au contraire, Faust apparaît comme l'entrepreneur, une espèce de nouveau... comment dit-on, ce personnage de la mythologie grecque qui avait volé le feu des dieux, Prométhée, comme un nouveau Prométhée, qui ose braver les dieux. Et enfin, j'ai un dernier chapitre que j'ai intitulé « Et à la fin », où je parle de Kafka, et je propose une lecture qui n'est pas une lecture désespérée de Kafka, mais je n'ai pas le temps d'en parler ici. Si vous avez des questions, je répondrai dans la discussion qui suit. Voilà, donc ça c'est, en très résumé, la troisième perspective, le droit dans la littérature. Et alors, je n'y avais pas pensé au début, mais maintenant, depuis un certain temps, j'observe peut-être un quatrième courant, c'est le droit par la littérature. C'est-à-dire des auteurs, juristes ou hommes politiques qui écrivent une pièce de théâtre ou un roman pour faire avancer une cause ou une thèse juridique. Et je me contente d'un seul exemple, c'est Victor Hugo, qui a écrit plusieurs livres, Les Misérables, mais pas seulement, à l'appui de son combat contre la peine de mort. Voilà. Donc ce sont des auteurs juristes ou parlementaires qui, plutôt que de défendre des thèses savantes, mais que personne ne lit, s'adressent à un public plus large, à l'opinion publique, par une pièce de théâtre ou un roman qui va émouvoir l'opinion publique et créer un climat favorable à la réforme souhaitée. Voilà, ça c'est, en très résumé, le survol du domaine droit et littérature dans ses différentes orientations. Maintenant, je voudrais en quelques minutes faire la deuxième partie que j'avais annoncée et essayer d'attirer votre attention sur les points communs et aussi les points de divergence entre ces deux imaginaires. Je commence par vous inviter à relire Platon, qui, dans deux de ses livres, Les Lois et la République, met en scène le récit suivant. Ce sont des auteurs, des dramaturges, des poètes, qui demandent l'asile politique dans la cité. Ils demandent à pouvoir entrer dans la cité. Et dans le premier cas, les princes qui gouvernent la cité, qui sont d'ailleurs des philosophes, disent non, pas question, vous restez dehors, vous êtes persona non grata.
parce que vous n'êtes pas des gens sérieux, avec vous, les littéraires, on ne sait jamais où est le bien, où est le mal, et puis vous faites rire, et le rire n'est pas sérieux, donc dehors. Et puis, lorsqu'il reprend dans un deuxième livre la même scène, elle reçoit une autre solution, mais qui n'est pas plus favorable, c'est la censure. Les princes disent au poète, oui d'accord, vous pouvez rentrer, mais nous allons vérifier ce que vous avez écrit, et c'est seulement si nous acceptons votre texte que vous pourrez entrer. Donc c'est assez sinistre le point de vue de Platon. Et pourtant, avec les grands philosophes, on n'est jamais à l'abri des surprises, et il faut lire le texte un peu plus loin. Et le texte continue, et c'est un véritable coup de théâtre. Platon dit, en fait, nous-mêmes, nous, le constituant, le codificateur, nous écrivons un récit. Nous écrivons une pièce de théâtre, juste, bonne, la meilleure qu'il soit. Et vous êtes nos rivaux, et c'est pour ça qu'on ne vous aime pas. Alors là, c'est formidable, c'est exactement ce que j'essaye de dire depuis 1 heure, c'est qu'à la base du droit et de la communauté politique, il y a des récits fondateurs. Et là, c'est Platon lui-même qui le dit. Donc, vous voyez que mon rapport à Platon, il est ambigu, j'aime bien le deuxième Platon et je n'aime pas le premier Platon. Mais donc, ça montre aussi que les rapports entre le droit et la littérature sont des rapports ambivalents. Pour les résumer, de façon très simple, d'abord les différences et puis les points communs. Pour résumer les différences de façon très simple, c'est un jeu de mots en français, je ne sais pas si ça marche en espagnol, je dirais, la littérature dit « c'était comme si » et le droit dit « c'est comme ça ». Donc je joue sur « comme si, comme ça ». Donc la littérature dit « il était une fois, on disait que, on faisait comme si ». Et le droit dit « non, c'est comme ça et pas autrement ». Voilà, ça c'est l'idée générale, je vais un peu détailler cette idée, en 4 points. Premier point, pour détailler cette idée, on peut dire que le droit codifie la réalité, c'est-à-dire qu'il l'intègre dans un réseau de qualifications, les qualifications juridiques, qui forment comme un je ne vais pas dire réseau parce que j'utilise le mot réseau dans un autre sens, mais une grille conceptuelle dont on ne sort pas. Tandis qu'au contraire, la littérature nous étonne, nous émerveille, nous dérange. Et donc, avec la littérature, tout se passe comme si, avec Alice, dans Alice au pays des merveilles, nous passions de l'autre côté du miroir. Alice passe de l'autre côté du miroir, on cesse d'être dans le monde de la réalité et on ouvre en réalité la porte à une autre réalité, celle du possible, qui peut être imaginaire, qui peut être utopique, voilà. Alors, dans ce rôle-là, dans ce rôle de déconstruction, si vous voulez, d'ébranlement des qualifications juridiques, la littérature peut être parfois très critique, brutalement critique. Il y a une réplique d'un personnage de Shakespeare qui dit « Kill all the lawyers ». Donc, vous avez compris, tuer tous les juristes. Ça, évidemment, c'est assez radical comme méthode critique. En général, la littérature utilise d'autres armes. Je vais en donner 2. L'arme de l'humour. Pensez au fou du roi, ce personnage grotesque ou burlesque qui est le seul à pouvoir critiquer le roi, pouvoir dire au roi qu'il est nu et que sa chanson sonne faux. Eh bien, sous le couvert du rire, on parvient à dire ces 4 vérités au pouvoir. Et donc, j'attire votre attention là-dessus. Toute une partie de la littérature s'inscrit dans ce comique, mais c'est un comique qui a une portée politique, évidemment. Une autre arme que la littérature peut utiliser pour ébranler les qualifications juridiques, pour permettre de voir les choses un peu autrement, et ça va vous étonner, ça m'a étonné aussi, c'est la mobilisation de contenus scientifiques. Et j'affirme qu'il y a, sous la plume de certains grands auteurs, de la sociologie, de la psychologie, de l'économie, de l'histoire, bref, des sciences sociales, parfois extrêmement pertinentes et parfois même
en avance ou plus pertinente que les sciences sociales académiques du même moment. J'ai deux exemples. Dans un ouvrage de Balzac qui s'appelle César Birotteau, il raconte l'histoire d'une faillite. C'est un Parisien, un vendeur de parfums qui tombe en faillite. Eh bien, ce livre est l'occasion de faire une critique extrêmement savante, de type sociologique, économico-sociologique, de la loi française des faillites de 1807. Visiblement, Balzac travaille là comme un formidable sociologue du droit contemporain. Si vous cherchez un bel exemple d'évaluation législative, ce qui est une méthode à la mode, eh bien, lisez César Birotteau, vous allez avoir une compréhension de l'envers du décor. Il va nous montrer comment ça fonctionne réellement, et ça ne fonctionne pas bien. Et c'est tellement vrai que quelques années après la publication de César Birotteau, le législateur français a profondément modifié sa loi sur les faillites. Donc, voilà, c'est un exemple un peu rare, mais où la littérature a vraiment joué un rôle instrumental direct. Mon autre exemple de sciences sociales mobilisées par la littérature, je pense aux grands auteurs russes de la fin du XIXe siècle, début du XXe, Tolstoï et Dostoïevski, qui parlent beaucoup de droit et beaucoup de procès. D'ailleurs, comme vous savez, Dostoïevski, il a connu un procès de près puisqu'il a été condamné à mort et envoyé dans la Sibérie, qui était le goulag des tsars de l'époque. Donc il en connaissait quelque chose. Il a fait à pied la marche depuis Moscou jusqu'à la Sibérie. Il a vécu à côté de Bagnard. Et donc il connaît l'âme criminelle. Et ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, à la fin du XIXe siècle, où la criminologie savante dans les universités racontait des tas d'horreurs et des tas de bêtises, avec Lombroso, Garofalo, Ferri. C'était l'époque où on pensait que l'homme était totalement déterminé par une sorte de gène, le gène du crime. Voilà. Eh bien, au moment où on racontait ces sottises à l'université, des auteurs, des grands génies de la littérature, qui avaient vécu de près la situation criminelle, nous donnent une image de l'homme beaucoup plus nuancée. Beaucoup plus nuancée. Bien sûr, souvent ces bagnards ont un milieu social très défavorisé, mais jamais au point d'étouffer totalement la liberté. Et puis, il n'y a pas des criminels que dans les couches sociales défavorisées. Donc tout ça est très intéressant, et donc c'est une raison de plus pour approcher la littérature comme instrument critique. Deuxième différence entre le droit et la littérature, je vais aller vite, c'est simple, c'est l'idée que le droit stabilise les choses. Une des valeurs principales du droit, c'est la sécurité juridique. Tandis que l'art, en général, et la littérature, ont pour vocation et pour valeur de nous étonner, de nous dépayser, de nous déranger. Bon, c'est un peu la même idée que la première, je ne dis pas quelque chose de très différent, mais je dis la même chose sur le plan du temps. Donc le droit stabilise, tandis que la littérature nous dérange. La littérature fait des passages à la limite. Par exemple, Kafka écrit un jour qu'un jeune homme qui s'appelle Grégoire Samsa se réveille un matin dans son lit et il est sous la carapace d'un cloporte ou d'un cafard. Qu'est-ce qui se passe si je me réveillais sous la carapace d'un insecte? Et donc, la littérature réalise des passages à la limite qui peuvent entraîner des renversements de perspective et qui ont une très grande valeur. Je dirais comme valeur, c'est une valeur heuristique, de découverte. Je vous assure, c'est honnête, j'ai fait vraiment, alors que je n'étais plus tout jeune, des découvertes sur la nature humaine et sociale, sur la nature du droit, à partir de ces passages à la limite de la littérature. Par exemple, je citais tout à l'heure une écriture de Robinson Crusoe au XXe siècle, et je vous disais que c'était des écritures renversées, on n'y croyait plus, le mythe fonctionnait à l'envers. Eh bien, je vous invite à lire, peut-être vous l'avez lu, de l'auteur anglais Golding, un livre qui s'appelle en français « Sa Majesté des Mouches ». Et c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents, vous connaissez, hein, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui se crachent avec l'avion sur une île. Alors, au début, tout se passe bien, c'est comme dans une troupe scout, l'ordre et la méthode règnent.
Et puis progressivement, la violence commence à poindre. Et très rapidement, le groupe social devient dirigé, ou en tout cas il se divise, et une partie du groupe est dirigée par des personnages extrêmement violents qui règnent grâce à la peur et à la menace. C'est Hobbes et l'état de nature violent plutôt que Locke et l'état de nature civilisé. Et donc voilà, une des choses que nous raconte la littérature, c'est combien fragiles sont les conquêtes de la civilisation, de la démocratie, et aussi combien cruelle et violente peut être une cour de récréation. Donc parfois les enfants ou les jeunes peuvent renvoyer aux adultes une image qu'ils n'ont pas envie de voir, une image d'extrême violence qui toujours menace. Troisième différence entre le droit et la littérature, troisième différence, la manière dont les deux imaginaires parlent des gens, des hommes et des femmes comme vous et moi. Alors c'est très simple, du côté du droit, les gens répondent à des rôles stéréotypés, à des personnages, le bon père de famille, le commerçant prudent et diligent. Donc ce ne sont pas des hommes ou des femmes réels, ce sont des standards, ce sont des images types, des rôles avec des droits et des devoirs auxquels nous sommes appelés à nous conformer. Mais la littérature, vous pensez bien, c'est juste l'inverse. La littérature fait craquer cette carapace et nous parle des gens, donc de vous et moi, tels que nous sommes. Et comment sommes-nous ? Eh bien, nous sommes toujours en devenir, nous ne sommes jamais assurés de ce que nous sommes. Bien sûr, ma carte d'identité peut dire que je suis de nationalité belge, d'un âge que je ne vous dirai pas, d'un sexe que vous connaissez. Donc, je peux être défini comme personne juridique par un certain nombre d'éléments extérieurs. Mais ma vérité profonde, vous ne la connaissez pas et elle ne se trouve pas sur ma carte d'identité. C'est ce que le philosophe français Paul Ricoeur appelle l'identité narrative, qui s'oppose à l'identité objective. Eh bien, ce que je veux dire très simplement, c'est que énormément de textes de littérature jouent sur cette tension, sur cette opposition. J'ai une apparence masculine avec une cravate, mais peut-être que j'ai envie d'être transsexuel et de changer d'identité sexuelle. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup, et la littérature tient là un filon extrêmement efficace. Je dois dire que pour moi, ça a été une des clés de compréhension de Shakespeare. Beaucoup de pièces de Shakespeare nous racontent des histoires de rois et de reines. Et pour les comprendre, il faut se rappeler une grande réalité, une grande institution juridique et politique. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré dans des cours d'histoire du droit. C'est la théorie des deux corps du roi de Kantorowicz, les deux corps du roi. C'est-à-dire que pendant tout le Moyen-Âge, le roi était censé avoir deux corps, le corps physique, jeune, vieux, bien portant, malade, et le corps mystique ou le corps politique, qui était au fond la fonction royale. On parle parfois de la couronne. Et ce corps mystique ne peut pas vieillir, ne peut pas être malade, ne peut pas être fou, ne peut pas faire d'erreur. Et donc c'est une espèce d'armure, de carcan qui enferme la personne réelle du roi, qui peut être très faible, comme certains rois de Shakespeare, hésitant, comme Hamlet, trop vieux, comme le roi Lear. Et la liste pourrait être continuée comme ça. Des rois trop monstrueux ou trop pieux, enfin, qui ne collent pas. Il n'y a pas de correspondance entre la personne que je suis vraiment et le rôle ou le modèle que je suis appelé à jouer. Et donc, je pense vraiment que c'est une clé pour comprendre Shakespeare, c'est la tension entre ces deux personnalités. Enfin, quatrième différence entre le droit et la littérature, je dirais le droit se développe sur le plan de l'abstraction et de la généralité. C'est quelque chose que vous avez appris dès le premier cours de droit. On a dit que la loi était générale et abstraite. Très bien. Alors qu'au contraire, la littérature, j'ai insisté sur ce point tout à l'heure, part toujours d'un cas extrêmement particulier et à partir de là, pose des questions pour chercher un nouvel universel.
pour questionner l'universel. Donc il y a là en quelque sorte de mouvements opposés, l'un qui part du cas et l'autre qui part du système ou de la règle générale et abstraite. Mon heure est passée, je vais en 3 minutes résumer les points communs, parce que si nous marions le droit et la littérature, c'est à la fois parce qu'il y a des divergences, mais c'est aussi il y a des recouvrements. Eh bien, la thèse que je défendrai ici est très simple. Je vais dire 2 choses. La première, c'est que le droit peut aussi être, comme la littérature, du côté de la créativité, de l'imagination, de la fiction. Pas souvent, mais quelquefois. Et ce sont des moments fondateurs. J'ai étudié d'assez près les préambules des constitutions ou les préambules des grands traités internationaux de droits de l'homme. Eh bien, j'ai trouvé ce que j'espérais trouver. En réalité, vous trouvez dans ces préambules des textes fondateurs un récit politique. Par exemple, en 1776, aux États-Unis, on raconte la guerre d'indépendance contre les États-Unis. Dans la magnifique constitution d'Afrique du Sud de Nelson Mandela et de Desmond Tutu, vous avez tout un récit sur l'apartheid et puis sur l'idée qu'il faut échapper à la vendetta, à la vengeance, et que si le peuple sud-africain veut être un peuple adulte et gagner rapidement la liberté, il faut mettre en place la notion de Ubuntu, qui est une notion de la langue zoulou, je crois, et qui veut dire le sens de la communauté. Ce que je suis, je le suis grâce à vous, et vice-versa. Bref, il y a là tout un récit fondateur qui est à la source des normes de droit positif. Et je vous rappellerai qu'il y a toute une littérature de philosophie politique qui parle des romans politiques, avec Charles Taylor, par exemple, le roman politique qui est à la base de la nation. Et un philosophe du droit comme Dworkin nous rappelle que les juges, et notamment les juges constitutionnels américains, sont les conteurs moraux de la nation. Donc, décision après décision, ils racontent les épisodes de l'histoire constitutionnelle. À une échelle individuelle, c'est-à-dire les procès privés que nous faisons entre nous, les hommes et les femmes, eh bien, les plaideurs, les avocats, sont toujours étonnés de l'imagination extraordinaire des personnes, des histoires incroyables qu'ils se racontent, ou des montages juridiques qu'ils mettent en œuvre pour arriver à leur fin. Donc il est faux de dire que le droit est toujours du côté des formes instituées, du côté de la stabilité, du côté de la reproduction du même. C'est souvent vrai, mais pas toujours. Le droit peut aussi, et j'ai envie de dire que c'est le droit que je préfère, être du côté des forces instituantes, comme un instrument de changement social. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire à propos du droit. Et je termine vraiment à propos de la littérature. Donc tout à l'heure, nous avons bien décrit la littérature comme étant du côté du changement, de la poésie, du possible. Eh bien, il faut aussi remarquer l'inverse et remarquer, par exemple, que les textes littéraires, même les plus nouveaux, même les plus créatifs, doivent répondre à un minimum de conventions linguistiques ou stylistiques. J'insiste, je sais très bien comme vous qu'un bon auteur de littérature, c'est quelqu'un qui brise les cadres, qui écrit de façon absolument nouvelle. C'est vrai, mais pas totalement nouvelle, parce que sinon, vous pouvez mettre un singe devant un ordinateur et vous sortirez un texte insensé. Donc il faut tout de même respecter les conventions minimales du langage et du style pour communiquer, tout simplement. Vous connaissez l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi », mais c'est le poète français Paul Valéry qui a dit « Nul n'est censé ignorer le langage ». Je pense que c'est profondément vrai. L'institution sociale la plus fondamentale, c'est le langage. Et si vous perdez le contrôle du langage, malheureusement, c'est le signe même de la folie, de la déraison. Et donc, il y a des règles. Je pourrais continuer en disant que la littérature, souvent, ébranle la morale, critique la pensée de Tartuffe, la pensée bien pensante, mais
si la littérature fait ça, c'est souvent parce qu'elle est attachée à des valeurs encore plus fondamentales. Donc on ne peut pas dire que toute la littérature relève d'une sorte d'esthétisme gratuit. On ne peut pas dire que toute la littérature se développe de façon indifférente aux enjeux sociaux. Il y a une partie de la littérature qui est profondément en phase avec les mouvements sociaux, qui est responsable, et qui, si elle est très critique concernant les valeurs, mais ce sont les valeurs du pouvoir en place, et si elle fait ça, c'est au nom de valeurs encore supérieures à venir. Un auteur comme Camus, par exemple, qui est très critique à l'égard de la justice française, toute son œuvre peut être lue comme une aspiration à une justice plus profonde et plus vraie et plus humaine. Voilà, donc je pourrais continuer comme ça, mais le temps est venu d'ouvrir la discussion. Donc j'ai simplement voulu dire que il ne faut pas identifier le droit et la littérature. Ce sont deux imaginaires fondateurs de notre vie personnelle et de notre vie sociale, qui parfois collaborent, parfois s'opposent. Et voilà, c'est un champ d'études magnifique que je vous recommande.